Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du HK G3. Il y a quelques temps, je vous avais demandé votre avis si vous préfériez le FAL britannique ou le HK G3 et les résultats ont été assez surprenants avec un magnifique 50-50 sur près de 1000 votes quand même. Bon, du coup, moi qui partais sur l'histoire du G3 uniquement, je crois que je n'aurais pas le choix de parler un jour du L1A1, même si je vous ai déjà parlé du FAL sur la chaîne. Et oui, le Sturmgewehr 58 autrichien. Où j'avais aussi évoqué l'adoption du 308 Winchester. Si je vous parle du L1A1 un jour, je pense que ça sera l'occasion de parler aussi de la fameuse cartouche anglaise de 280 Enfield, car j'entends souvent dire que c'est de la merde, sans argument, alors que peut-être pas. Je vous suggère d'aller visionner la vidéo sur le STG44 avant de continuer, parce que oui, le HKG3 c'est le descendant direct du STG44. C'est rigolo parce que oui, c'est toujours en Allemagne, mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout que ce que je vous ai dit est tiré par les cheveux, puisque le STG44 et le G3 ne tirent pas la même cartouche et ne fonctionnent pas de la même manière. Mais vous voyez sur cette photo qu'avec ce petit 7 mai espagnol au milieu, il y a quelque chose comme une forme de filiation. Donc on va reprendre simplement à partir du STG44. Les Allemands inventent durant la Seconde Guerre mondiale le concept du fusil d'assaut, une arme individuelle avec chargeur amovible, tirant une cartouche intermédiaire et avec sélecteur semi ou full auto. Et donc le STG44 c'est une révolution dans l'armement, c'est vraiment une bonne arme, mais ce qui serait intéressant c'est s'il était possible d'utiliser le verrouillage par galet de la MG42 dans le STG44. Parce qu'en fait, chez Mauser, ils bossent sur le sujet depuis 1943, avec l'intention de convertir le G43, avec son verrouillage de culasse peu pratique, pour en faire une arme à verrouillage par galet, qui est nommé pour les tests le Gerad 03. Sur la même période, le 7,92 par 33 Kurz fait son apparition, et ils se disent que ça serait pas mal d'essayer ce principe moteur avec cette cartouche, qui par définition développe moins de pression que le 8,57, et pourrait éventuellement supprimer le piston. Et on arrive fin 1943 avec les Gerad 02, 03 et 07, qui sont des fusils semi-auto d'essai avec verrouillage par galet, et au milieu de tout ça, le Gerad 06, fusil d'assaut à verrouillage par galet. Or, il s'avéra lors des tests que la culasse avait tendance à rebondir lors du premier tir, pour rester dans une position de demi-verrouillé, ce qui, au départ du coup suivant, envoyait fortement la culasse en arrière. Et c'est un mathématicien de chez Mauser, le docteur Karl Mayer, qui s'aperçut que la culasse était poussée non seulement par le piston, mais aussi directement par l'étui lors du tir. Il eut alors l'idée de supprimer le piston et de se focaliser sur l'impulsion de l'étui comme seule force nécessaire à renvoyer la culasse en arrière, et ainsi assurer le fonctionnement automatique. Sauf que la force renvoyée est bien trop forte et il faut ralentir la course de la culasse. La première solution, celle qui est employée dans le système de culasse non calée comme la MAT 49, c'est d'avoir une culasse suffisamment lourde. On a alors un rapport entre la pression de la cartouche au moment du tir et le poids de l'ensemble mobile. Si la culasse est trop légère, elle va venir taper beaucoup trop rapidement dans le boîtier, et si au contraire elle est trop lourde, on risque de ne pas avoir assez de force pour éjecter l'étui vide et rechambrer une nouvelle cartouche. Dans un pistolet mitrailleur chambré en 9 paras, ça fonctionne bien, car le poids de la culasse est grosso modo à 700 grammes. Mais avec le 8,57 JS, il faudrait probablement une culasse de 5 kg pour encaisser le tir. Et vous comprenez tout de suite que ce n'est juste pas possible d'avoir une arme dont la culasse à elle seule pèse 5 kg. Donc le docteur Mayer trouve l'idée géniale d'utiliser les galets pour amplifier artificiellement le poids de l'ensemble mobile. Je vais vous expliquer avec mon AMT. Bon alors, comment ça fonctionne? Ceci est une culasse d'AMT, enfin de SIG 510, ou plutôt de STG 57 suisse. Et c'est pas vraiment une culasse, c'est un ensemble mobile qui est composé de la tête, des galets de chaque côté et de la masse additionnelle. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, imaginons, le coup part, la balle part, il y a une pression dans la chambre, on voit très légèrement les cannelures d'ailleurs sur cet étui acier. Et donc il va y avoir une impulsion qui va être poussée sur la tête de culasse. Et comment ça va se passer? On a donc ces galets qui sont dans des logements. Hop! Je remonte vite fait mon boîtier de SIG, on voit des deux côtés, ici, ces cercles-là, c'est là où il y a les galets qui viennent des deux côtés. Pour l'instant, ça ne peut pas bouger. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, avec l'impulsion de l'étui, ça va pousser, il va y avoir une force dans les galets qui vont transférer à la masse additionnelle. Et vous voyez, ça va se libérer.
Et quand la masse additionnelle commence à partir, eh ben les galets, ils vont se rétracter. Et donc, la masse additionnelle va entraîner par sa force vers l'arrière dans le boîtier, eh bien, la tête de culasse, donc déverrouillée, ça va, hop, on va avoir, bon là, il faut imaginer, dans le boîtier, une éjection de l'étui, qui va le pousser grâce à cette partie-là concernant le STG 57. Mais voilà, c'est ça le principe en fait. Alors on dit retardement, même si c'est plutôt un levier. En fait, typiquement comme le FAMAS, c'est exactement pareil. Au lieu d'avoir ici, là on a des galets, le FAMAS, ce sont des leviers. Levier amplificateur d'inertie. Donc ça permet d'amplifier, amplifier la masse additionnelle. Parce que là, vous voyez bien que cette culasse, cet ensemble mobile ne fait pas 5 kg. Non, il fait, allez, peut-être 700-800 grammes. Et bien justement, ça va permettre, grâce au galet, de transférer de l'énergie et d'envoyer la masse additionnelle vers l'arrière, de multiplier sa masse artificiellement par 4 ou 5. Ça va permettre de déverrouiller ici au niveau des galets. Donc c'est pour ça qu'il y a je pense qu'on confond souvent retardement et verrouillage, parce que indirectement, tant que les galets sont dans leur emplacement, on ne peut pas revenir en arrière. Faut tirer. Évidemment, on a un levier d'armement sur le SIG qui permet de pousser, sur cette partie-là d'ailleurs, pousser vers l'arrière pour venir déverrouiller. Mais sinon, ça reste dans ces logements et ça ne bouge pas. Et voilà le principe de manière simple du retardement par galet ou d'amplification de la masse additionnelle. Oui, alors il faut imaginer évidemment dans le cas du SIG un énorme ressort qui vient à l'arrière et qui vient du coup, oui, qui va permettre d'encaisser le choc et de faire revenir vers l'avant l'ensemble mobile. À partir de là, il faut bien faire la distinction entre le verrouillage par galet, ce sont bien les galets qui verrouillent la culasse, comme dans la MG42 par exemple, ou dans celle-ci, c'est le recul du canon qui va permettre de déverrouiller les galets. Et de l'autre côté, le retardement par galet, où on est sur une culasse non calée, donc pas verrouillée. Il n'y a pas de tenon de verrouillage sur la culasse. On a donc ça sur le FAS 57 suisse, le HKG3 bien sûr, mais aussi le MP5, de chez HK aussi. Il n'y a pas de piston, c'est l'impulsion de l'étui qui va enclencher la séquence que j'ai déjà décrite. Karl Mayer va nommer sa découverte le demi-verrouillage par galet, soit en allemand Halbstarverriegelt. Et ça c'est cadeau pour tous les relous dans les commentaires qui adorent mon accent allemand. Bref, ça va donner naissance au Gerad 06H, le fusil d'assaut à l'allure franchement futuriste de chez Moser et dont l'intérêt principal est une simplification de la production avec un coût et un temps d'assemblage bien inférieur au MP43. Mais malgré tout, pas prioritaire dans l'économie de guerre du Reich, car on est en mai 1944 et le sujet traîne un peu. En fait, il y a un problème avec ce retardement par galet. Les étuis restent collés en chambre. Et comment on résout le problème? Avec une chambre cannelée. Ça se voit immédiatement sur un étui tiré. Il y a des stries verticales dessus. Ce sont les cannelures dans la chambre qui permettent de créer un espace entre l'étui et la chambre. Et au moment du tir, la pression va s'équilibrer à l'intérieur et à l'extérieur de l'étui et donc éviter qu'il vienne se dilater et se coller aux parois de la chambre. Bon, promis, on fera un podcast complet sur le retardement par galet avec Arnaud de LA Publications pour aborder en long et en large le sujet. Pensez bien tout ça, mais du coup, vous vous demandez probablement ce qu'est le lien entre le Gerad 06H et le HKG3. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Donc, quelques mois plus tard, le Gerad 06H devient le STG45M. Les Allemands poursuivent les tests, mais la fin de la guerre arrive. Les Britanniques, les Américains et les Français vont récupérer quelques exemplaires du STG45 de Moser. Et surtout la France obtient le territoire allemand, où se situe l'usine Moser à Oberndorf. Je l'ai déjà répété un nombre incalculable de fois dans les précédentes vidéos, mais oui, la France va utiliser les ouvriers et les machines pour continuer à fabriquer des P38, des 418K, des P08 et j'en passe, jusqu'à ce que l'usine soit démolie en 1949. La France va faire encore mieux, récupérer certains ingénieurs ayant travaillé sur le STG45 pour venir développer une nouvelle arme en France, à Mulhouse. Theodor Loeffler et Ludwig Vorgrimler vont intégrer le centre d'études d'armement de Mulhouse avec 136 autres ingénieurs allemands. J'avoue que pour eux, ça devait être pratique, c'était pas très loin de l'Allemagne. Et donc, ils vont commencer à développer des armes pour la France avec le retardement par galet, ce qui donne naissance à toute une série d'armes sur les années 1948 à 1950, comme cette intrigante carabine modèle 1949, chambrée en 30 M1, la même cartouche que l'USM1, mais mieux, l'AME modèle 1950, ou parfois nommée CEAM modèle 1950, toujours en 30 carbine, et retardement par galet. Et là, vous vous dites, ça commence à ressembler au HKG3, Il y a quelque chose,
Bon, la France a finalement adopté la MAT 49 et le MAS 49, ce qui est peut-être un peu dommage vu le potentiel du modèle 1950, mais peut-être pas assez mature pour être adopté immédiatement. Et pendant ce temps-là en Espagne, eh bien les Espagnols veulent remplacer leur bon vieux Mauser M43. Faut pas trop leur en vouloir. Évidemment, comme tout le monde, enfin sauf les Français, ils veulent quelque chose de plus moderne, une arme unique pour tous les fantassins, soit un fusil d'assaut. Et qui s'y connaît super bien en fusil d'assaut? Bah les Allemands. Les Espagnols vont faire appel à Werner Heinen pour mettre en place une équipe d'ingénieurs. Heinen, ancien membre du NSDAP, mais très compétent dans l'armement, car très impliqué durant la guerre sur le développement des armes automatiques. Il va faire appel à Vorgrimler, qui travaillait alors à Mulhouse, le débaucher, et je ne sais pas trop comment, à le faire venir en Espagne. Oui, parce que selon Jean Huon, les Français ne voulaient pas lui délivrer de passeport, ce qui peut se comprendre, et Vorgrimler serait passé en Espagne de manière clandestine. La réalité, c'est qu'en effet, Vorgrimler s'est bien retrouvé chez 7M, Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales y Espectacular, à Madrid. Et c'est bien lui qui a développé le fameux 7M espagnol qu'on retrouvait sur les photos en début de vidéo. En gros, sur 1950 et 1951, Heinen et Vorgrimler vont sortir les Modello 1 et 2. Et là, quand vous voyez le Modello 2, vous vous dites « Attendez, il y a encore un truc là !» Ouais, c'est grosso modo l'AME modèle 1950 développé en France. Et c'est bien le modèle 2 qui sera testé plus particulièrement car il avait tapé dans l'œil de Franco. Mais est-ce que le Modello 2 est chambré en 308 Winchester? Bah non, parce que déjà le 308 ne sort qu'en 1952, et qu'il n'est adopté par l'OTAN qu'en 1957. Donc nos amis espagnols vont développer leur propre cartouche, le 7,92 par 41 mm. Munition développée par, bien évidemment, un ingénieur allemand, Günther Voss, qui bossait avant à la Luftwaffe. Quelques années plus tard, c'est le 1er avril 1954 que le 7 mai, qui se fait appeler maintenant modèle A, est officiellement adopté, même s'il faudra réellement attendre le modèle B. Alors il paraît que Heinen justifiait ce temps de développement long, puisque sur le principe, Vorgrimler bossait sur le Gerad 06H chez Mauser depuis 1944, et qu'entre-temps ils avaient développé une nouvelle arme à Mulhouse. Eh bien la justification sera le manque d'usines adaptées à la fabrication de la tôle emboutie en Espagne, et aussi le manque d'ingénieurs compétents. En réalité, le crédit est souvent donné à Vorgrimler, mais il n'a pas fait tout seul, et on peut citer Luis Wilhelmi et Ignacio del Reggio comme ingénieurs espagnols ayant largement contribué au projet. Ah et aussi, il y avait un souci sur les galets, qui s'usaient trop rapidement, donc il fallait trouver les matériaux adaptés. On est alors en 1955 et on en revient là où on en était au début, l'Allemagne. La Bundeswehr, donc de l'Allemagne de l'Ouest, cherche une nouvelle arme. Oui, parce que les STG-44 qui sont encore disponibles, c'est bien, mais ils commencent à légèrement vieillir. Et surtout, il n'est pas chambré en 308 Winchester. Bah oui, les Américains ont un contrôle important sur l'Allemagne de l'Ouest. Il se trouve qu'ils vont demander aux Espagnols de chez 7M de leur fournir, pour des tests, des modèles A en 7,62 par 51. Bah, sauf que cette cartouche développe une pression plus importante que le 7,92 par 41 espagnol, ce qui signifie une grosse adaptation du modèle A. 7M va proposer une 7,62 par 51 adaptée avec une balle et une charge plus légère. Alors évidemment, si les Allemands pouvaient produire chez eux l'arme, ça serait quand même beaucoup plus pratique. Sauf qu'après-guerre, il n'y a plus beaucoup de fabricants d'armes à feu dans le pays. Et même si la firme Mauser a été reconstituée, visiblement, ils ne sont pas très intéressés. C'est là qu'arrive HK. Heckler & Koch, c'est une société fondée en 1948 par Edmund Heckler et Theodor Koch, qui bossaient avant chez Mauser. Donc au début, il fabriquait plutôt des machines à laver ou de l'outillage industriel. Il commence timidement dans l'armement en fournissant des jauges pour les Suisses, mais ça va pas plus loin. Or, il se trouve que le 7M modèle A est testé en Allemagne en 1955 et que les représentants de HK sont présents pour voir potentiellement ce qui peut être mis en place. On notera que le FN-FAL de nos amis belges est aussi là pour les tests. Le 7M s'en sort bien et plaît beaucoup, mais il n'est toujours pas chambré en 7,62 par 51 autant. Oui, je mets des guillemets à autant, puisque souvenez-vous que la date officielle, c'est 1957. Malgré ça, les Allemands lancent une commande de 5000 7M modèle A en juillet 55, avec dans l'idée de mettre en commun les moyens de production entre 7M à Madrid et HK à Oberndorf, et WMF, une entreprise industrielle allemande que je ne connaissais même pas avant de faire cette vidéo. C'est bien beau tout ça, mais il faut revoir la conception du 7M pour l'adapter au 308 Winchester qui développe une pression plus forte, c'est-à-dire renforcer le boîtier et ajouter un buffer. Ça semble super simple à dire comme ça, mais il y a un vrai travail d'ingénierie derrière. Sans parler de la mise en place des lignes de production, les contrats avec les sous-traitants, etc., etc. Et finalement, dès 1956, la commande est annulée en faveur du FAL, bien sûr. Oui, la Bundeswehr, enfin juste avant la Bundesgrenzschutz, n'est-ce pas, adopte comme première arme le FAL, nommé G1, pour Gewehr 1.
Oui, parce que là, je dois évoquer les 4 armes testées par l'armée allemande dans les années 50. J'ai nommé le G1, le FN-FAL, le G2, le SIG SG510. En fait, c'est plutôt l'AM55, nommé plus tard par SIG SG510, et adopté par la Suisse comme étant le Sturmgewehr 57. Le G3, El Famoso 7 mai modèle B. Le G4, l'AR-10 d'Armalite, mais produit par les Hollandais. AR-10 que j'ai eu la chance de vous présenter dans sa version portugaise. C'est marrant, je me dis que j'ai tiré avec les 4 armes, et si j'avais eu un choix à faire, j'aurais eu un peu de mal à me décider, ils ont tous quelque chose de bien. Mais on en reparlera. Bref, pour en revenir à la Bundeswehr, ils sont au début équipés de FN-FAL, avec une production qui est tout de même lancée pour 100 000 exemplaires. Peut-être que voir leurs compatriotes de l'Est armés d'AK-47, ça les motivait à trouver rapidement une solution. Mais du coup, qu'est-ce qui les a poussés à adopter plus tard le G3 ? Eh bien parce que HK et 7 mai ont continué à développer l'arme, jusqu'à obtenir le modèle B. Ce modèle B a plusieurs améliorations, dont visuellement la présence d'un garde-main. Mais il est surtout renforcé par de meilleurs matériaux pour encaisser le 308 Winchester. Les Espagnols, eux, vont continuer dans leur 7,62 par 51 moins chargé et adopter définitivement le Fusil de Asalto 7 mai Modelo 1958. Et oui, vous voyez que ça prend du temps de développer une arme entre le Modelo A de 1954 et le Modelo B de 1958. En plus, Rheinmetall se réveille et proteste sur le fait que le 7 mai est développé à partir de brevets acquis chez Grossfuss durant la guerre concernant la MG42, ou leur fusil d'assaut au cours de développement tout à la fin de la guerre. 7 mai essaye de mettre la pression aux Allemands pour leur dire que s'ils ne se dépêchent pas, c'est pas grave, ils vendront leur licence à d'autres personnes. Et en même temps, en 1950, les Allemands se demandent s'ils vont pas commander d'autres FN-FAL. Donc 7 mai, pour ne pas perdre le contrat, propose carrément la licence de fabrication, mais aussi les droits à l'export pour HK et Rheinmetall. Les contrats sont signés le 4 février 1959 pour 150 000 unités, avec un début de production en septembre de la même année, et pour se terminer en 1962. Et puis de nouveaux contrats seront lancés pour compléter les stocks jusqu'en 1967. Il faut quand même savoir que Rheinmetall va aussi produire des G3 sous contrôle de HK. HK qui d'ailleurs ne sous-traitait quasiment rien et fabriquait tout au sein de ses usines. Par contre, il semble que la qualité de fabrication de la première série des 100 000 G3 laissait vraiment à désirer, et que c'est pour ça que les FAL sont restés longtemps en service. D'après certaines sources, les G3 de HK sont tous retournés chez HK à la fin de leur service, pour être remis à niveau, réparés, etc. Tous ceux de chez Rheinmetall ont été détruits car jugés simplement trop mauvais. Il y avait toujours une petite guéguerre entre HK et Rheinmetall concernant la fabrication des G3. Ce qui s'est finalement terminé par HK qui a continué seul la fabrication des G3 et Rheinmetall s'est concentré sur la fabrication des MG3, les fameuses copies de MG42 dont ils avaient des brevets depuis la guerre. On constate que l'Allemagne a malgré tout tenu absolument à fabriquer des armes sur son territoire. Elle aurait pu se contenter du FN-FAL, qui fonctionne très bien. Mais non, 7 mai et HK ont tenu bon et ont continué à développer leurs armes. Et malgré le fait que les exemplaires des premières années n'étaient pas de super qualité, l'armée allemande a continué à passer commande chez HK. Bien sûr, cela signifie que le HKG3 a aussi évolué au fur et à mesure de sa production. On a donc dans l'ordre le A1 avec crosse rétractable et garde-main en bois, et on note au passage la Haustembourg qui fait son apparition, ainsi que le cache-flamme modifié pour accepter le tir à la grenade. Le A2 avec garde-main en plastique dès 1962, le A3 avec garde-main en plastique dans sa fameuse couleur verte olive et canon flottant, s'il vous plaît. C'est la version la plus classique et qu'on voit un peu partout et qui débarque dès 1964. Le A3 ZF, simplement un A3 avec une lunette qui vient se placer sur le boîtier, à l'aide d'un montage très particulier qui vient pincer le boîtier au niveau des rainures. Ça s'adapte sur n'importe quel G3. Le A4, c'est le A3 avec une crosse rétractable et qui arrive en 74. Et bref, on peut continuer longtemps comme ça dans les modèles car il y a des exemplaires avec lance-grenade sous le garde-main, des versions carabineurs aussi, et on pourrait éventuellement parler du HK33, mais ça sera pour une prochaine fois. On va juste s'arrêter sur le fait que le G3 c'est un best-seller pour HK et que la production s'arrêtera en 2001, ce qui fait tout de même 42 ans au catalogue, hein. C'est pas mal. Que dire de l'utilisation du HKG3 au combat? En fait, il est ex-aequo avec le FAL, car on le retrouve un peu partout sur la planète. Évidemment en Allemagne jusqu'à son remplacement par le G36. Mais il semble que le G3 a été utilisé en Afghanistan comme DMR. Parce que oui, son avantage et son inconvénient, c'est qu'il tire le 7,62 par 51. C'est bien pour du semi-auto et pour tirer loin, mais c'est clair que niveau recul, c'est difficile à maîtriser. Sans parler du full auto qui remue vraiment. Non, en fait, il a fait un mini comeback parce que dans les territoires du style de l'Afghanistan, eh bien le 5,56 pêchait vraiment, tandis que le C62 était bien plus efficace. Mais en fait, HK a vendu les droits de fabrication un peu partout, et c'est peut-être ça son premier argument de vente.
la mise en place d'une usine et la fabrication sur place. Ce qui fait qu'on le trouve aussi bien dans les mains des soldats colombiens qui l'ont utilisé dans la jungle face aux FARC, que dans l'armée portugaise durant leur guerre coloniale en Angola dans les années 70, mais aussi chez les Suédois sous la dénomination d'AG3. Et ce sont bien des G3 fabriqués en Suède, qui ont été upgradés en 2007 pour devenir l'AG3F avec des rails Picatinny de partout et une crosse télescopique. C'est d'ailleurs pas le seul pays européen car on pourrait parler des pays baltes, ainsi que la Grèce et juste à côté de la Turquie. Bref, la liste est vraiment très longue. On va dire qu'il y a deux utilisations notables, et la première c'est dans l'armée iranienne durant la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988. L'Iran produisait sa propre version locale du G3 et faisait face aux AK-47 des troupes irakiennes. Alors si on met les deux armes face à face, l'avantage est au G3 sur les terrains dégagés, tandis que l'AK s'en sort mieux en full auto et dans les combats rapprochés. Ce sont les Irakiens qui ont gagné, mais ça ne veut pas dire que l'AK est supérieur au G3. Non, ça serait beaucoup trop réducteur. Une guerre se gagne surtout avec des chars, des avions et de l'artillerie. Parce que même si les Iraniens étaient 3 fois plus nombreux, ils n'étaient pas très bien équipés ni très bien entraînés, et surtout ils combinaient mal leurs attaques entre les différentes armes. Autre G3 bien connu, le Pakistan. C'est la version avec laquelle je tire, fabriquée par POF, Pakistan Ordnance Factories. Semi-auto natif évidemment puisqu'on est en France. Mais oui, le Pakistan a été un très gros utilisateur du G3. Par contre niveau conflit, j'ai pas grand chose à en dire, à part une altercation avec l'Inde en 99, et au moment où je tourne cette vidéo. Certains auteurs trouvent que ces G3 de fabrication pakistanais sont excellentes et probablement les meilleures copies disponibles sur le marché. Pour ce que j'ai pu en voir, j'ai pas senti de défaut particulier et l'arme m'a semblé tout à fait correcte. Je pense que si on mettait un HK et un POF l'un à côté de l'autre, je suis pas sûr qu'on verrait de différence. Et pour terminer, la masse a produit des G3. Ouais, je parle bien de Saint-Étienne, à travers le GIAT. Ces G3 sont marqués Made in France et ils ont majoritairement été vendus au Liban dans les années 70, mais aussi à certains pays africains. Et c'est la même chose chez Enfield en Angleterre. La Royal Small Arms Factory a elle aussi fabriqué des G3 pour les vendre dans les pays où elle avait une influence. Et c'est ça qui est fort finalement. HK vend les droits ici et là et l'arme se diffuse partout dans le monde grâce aux liens de certains pays européens comme la France ou l'Angleterre en Afrique et au Moyen-Orient, ou l'Allemagne en Amérique latine. Le G3, c'est une utilisation sur presque tous les continents, toutes les conditions climatiques, et surtout il permet d'être modulable, avec la possibilité de venir y mettre une lunette facilement, de pouvoir avoir des versions avec crosse rétractable, mais aussi, comme on l'a vu, avec les versions suédoises, d'évoluer. Die Geverdrei ist nicht tot. Ouais, ça c'est cadeau aussi. Et comme il a été fabriqué et diffusé partout, certains auteurs mettent carrément le chiffre de 20 millions d'exemplaires, tous pays confondus. Eh bien on l'en trouve encore largement aujourd'hui en activité. Je parlais du Pakistan, mais si on regarde le continent africain, il est très largement représenté là-bas, ainsi qu'au Moyen-Orient, et je pense qu'on le verra encore dans ces pays-là de très nombreuses années. Et encore plus fort, le G3 donnait naissance à d'autres armes, comme le MP5, qu'on ne présente plus, le HK33. Finalement, ce sont les versions en 9 pareils en 5,56. D'ailleurs, une copie américaine du HK33 a été utilisée par les Navy Seals durant la guerre du Vietnam. C'est quand même marrant, hein. Ils avaient le choix entre le meilleur fusil du monde, l'AR-15, et pourtant, vu qu'il s'agissait d'unités spéciales qui pouvaient choisir leurs armes, eh bien ils préféraient partir au combat avec des HK33 ou des Stoner 63. C'est étonnant. Pour en revenir au G3, la gamme ne s'arrête pas là, puisqu'on retrouve le HK-53 utilisé par les forces spéciales britanniques, ou encore le HK-21, qui est une tentative d'offrir une version complètement modulable pour du tir en 7,62 ou 5,56, et avec chargeur amovible ou bande de mitrailleuse. Il y a aussi la version alourdie, le HK-11A1 avec canon lourd et bipied pour du tir de soutien en version fusil mitrailleur. Et on va terminer sur le G41, la tentative de HK en 1980 de concurrencer le M16 et le FNC, partant donc du HK-33, mais comme on le voit avec l'adaptation, entre autres modifications, de chargeur standard M16. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, HK ne produit finalement plus que le MP5, et est parti vers la plateforme de type AR-15. Attention, je dis bien d'autres types, non parce qu'on en a assez parlé dans les podcasts avec Arnaud, je veux voir personne dans les commentaires, oui, la France a adopté un AR-15 des années 60, tout ça. D'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi HK a arrêté de produire des armes avec retardement par galet pour aller sur du piston. L'intérêt du galet, c'est justement de se passer du piston, donc de simplifier la mécanique et de la fabrication. C'est aussi ce qui a rendu extrêmement populaire le MP5 et le G3. A priori, le problème du galet, c'est lors de l'obstruction du canon. Et oui, il faut rappeler qu'on est dans l'OTAN et qu'il y a des tests à passer. Et notamment celui de l'obstruction du canon qui passe bien mieux avec un système à piston, là où avec le galet, cela va générer une pression trop forte et abîmer l'arme, voire devenir dangereux pour le tireur. Et il semble que la fabrication de boîtiers en alu ne permette pas non plus l'utilisation du galet. En tout cas, pour avoir essayé le FAL et le G3 durant la même journée au stand, eh bien en fait les deux sont bons. J'ai même été agréablement surpris par le L1A1,
car je ne m'attendais à rien. Surtout après avoir essayé le STG 58 autrichien, qui ne m'avait pas laissé un souvenir intéressant. Ce qui est difficile pour moi et à vous retranscrire, c'est que ces armes, je ne les utilise que dans le cadre du couloir de stand de tir, je ne fais aucun tir dynamique avec, je ne m'amuse pas à changer les chargeurs le plus rapidement possible. Non, mon seul intérêt, c'est la sensation du tir, si c'est agréable, et si sur cible papier, ça marche bien. Je n'ai pas non plus tiré avec pendant 10 ans et consommé des milliers de cartouches. Pour trancher, je pense que je préfère quand même l'ergonomie du G3. Mais il faut aussi se dire que le G3 est sorti beaucoup plus tard que le FAL, et surtout qu'il a su évoluer. Et c'est là qu'un G3 en mode tactical, je trouve que ça a vraiment une bonne gueule. Ce qui, vous l'avouerez, est purement subjectif comme argument. Et bien voilà les amis, on a vu l'ensemble de l'histoire du HK-G3. Dommage qu'il soit si difficile à trouver sur le marché par rapport au FAL. J'aurais pu glisser dans la vidéo que la France a utilisé très brièvement chez les commandos marines des 7 mai espagnols, mais ça sera pour une prochaine fois si je trouve un 7 mai. Allez, pour terminer, vous qui êtes toujours là à la fin de cette vidéo, si vous aviez eu le choix dans les années 60, G1, G2, G3 ou G4. En tout cas, merci au club pour la mise à disposition du lieu et les autorisations pour filmer. Merci aux propriétaires du G3 et du FAL pour le prêt des armes. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager, ça aide au référencement et à soutenir mon travail. Et je vous dis, auf Wiedersehen!